Ma mission va évoluer. Je pense que le fait aussi que je viens moi-même de faire l'ALIA, que j'ai défendu Israël et puis que j'ai fait l'ALIA, je veux orienter ma mission vers ça. Je veux continuer à défendre Israël évidemment dans l'espace public. Je veux continuer à être une voix pour les Juifs qui, eux, sont en Europe. Mais je pense que maintenant, j'ai aussi un rôle à jouer. Et ça, je pense que c'est pas vous, chez Kalita, qui allez me contredire. Mais c'est d'essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai réussi à créer jusque maintenant, de faire ce que je peux pour faciliter l'ALIA des Juifs de France et de Belgique. Je pense que les gens ont beaucoup de questions. Je pense qu'ils ont beaucoup de challenges à faire l'ALIA, qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est vraiment aussi une des missions centrales de ce que vous faites. Et j'aimerais aussi pouvoir apporter ma pierre à cet édifice. On aurait pu croire qu'après le retour des otages, les vivants et une partie des otages morts, la mission des influenceurs qui a commencé pour certains après le 7 octobre toucherait à sa fin, mais il n'en est rien. La guerre des images, des mots, elle continue et sur les réseaux sociaux, la haine d'Israël et surtout, peut-être même encore plus, la haine des Juifs ne faiblit pas. Elle se transforme, se propage, s'intensifie et nous allons en parler avec notre invité. Aujourd'hui, Bob Asbara. Bob, bonjour. Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous parlez ce matin de Ramat Gan, je crois, ou de Tel Aviv. Exact, vous Ramat Gan. n'êtes plus à Bruxelles, comme la dernière fois on s'était parlé. On va revenir dans quelques instants sur votre alia, comment ça se passe et surtout pourquoi vous l'avez réalisé. Mais tout d'abord, ce sujet avec le retour des otages, moment de joie que vous avez bien sûr partagé avec tout le pays. Est-ce que vous vous êtes dit peut-être que vous alliez pouvoir prendre un peu de temps avec votre famille, lever le pied et puis profiter surtout de la plage à Tel Aviv? C'est sûr que c'est une question, je pense qu'on s'est tous posé, en tout cas tous ceux qui sont dans mon cas et qui défendent Israël sur les réseaux depuis le 7 octobre. On s'est demandé ce que serait la suite. Alors je vous avoue, d'un côté, je me disais qu'il y aurait une accalmie et je pense qu'il y a quand même une petite accalmie, même si... peut-être ceux qui nous accusent, etc., eux ne se sont pas calmés, mais ça fait peut-être moins d'effet de vague sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, de l'autre côté, malheureusement, on ne peut pas dire que c'est fini et c'est loin d'être fini, parce qu'ils continuent de nous attaquer, de nous accuser. Et je pense que, bon, on voit avec le plan qui est en train de se mettre en place à Gaza, qui ne va pas durer que quelques jours, mais qui est probablement un plan plus dans le moyen terme. Je crois que ça va continuer dans cette direction-là. Mais surtout, le gros problème qu'on a, c'est que à chaque nouvelle phase de conflit, depuis le début des intifadas dans les années 2000, on va chaque fois un cran plus loin. On brise chaque fois une nouvelle digue. Et le problème, c'est que même si quand le conflit s'arrête, on a une tendance à l'accalmie, ben on revient jamais au niveau d'avant, en fait. On reste toujours là-bas. Et donc, chaque fois, on va de plus en plus loin. Et avec toutes les digues qui ont été brisées le 7 octobre, là, je crois que malheureusement, on est à un point de non-retour. Voilà, et on est toujours étonné, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que oui, on va toujours plus loin. Et là, je voudrais prendre deux cas pratiquement, des sujets il y a quelques jours. Le premier, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'université de Paris 8, un rassemblement au cours duquel le Hamas était ouvertement glorifié et les atrocités du 7 octobre justifiées. Cet épisode, plus que jamais, met en lumière une réalité que nous connaissions, que derrière ces provocations prétendues anti-israéliennes se cache en fait un véritable antisémitisme qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être tu vas me contredire, mais en tout cas qui est de plus en plus assumé, de plus en plus décomplexé. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est en effet de plus en plus décomplexé. Depuis le 7 octobre, les langues sont déliées. Et ce qu'on a entendu et qui est maintenant voilà, des choses classiques, le génocide, c'est un fait établi pour plein de gens, Ouais. alors qu'on sait évidemment qu'il n'y en a pas. C'est assez fou. Donc oui, malheureusement, ça ne s'arrête pas par rapport à ce qui se passe dans les universités. Je crois que maintenant, c'est vraiment quelque chose de tellement ancré, c'est un combat en eux, il y a cette convergence des luttes où voilà, maintenant ils ont trouvé leur ennemi commun, le juif, et je crois que malheureusement ils vont pas nous lâcher là-dessus. Et comment on l'explique alors? Parce que quand on voit ce qui s'est passé donc à Paris 8, mais ça s'est passé, je suis sûr, dans d'autres campus, à Paris ou à Bruxelles ou dans d'autres pays, on voit une salle de 300, 400 personnes, je suppose, je ne sais pas exactement combien de personnes il y avait. On peut comprendre qu'une dizaine d'étudiants soient proches des milieux islamistes, des frères musulmans, etc.
Certains ont peut-être même été financés pour diffuser ce genre d'idées. Mais ce qui interroge, c'est la réaction du reste du public. C'est encore 350 ou 450 étudiants qui semblent être des étudiants lambda, sans engagement particulier, et qui pourtant ont applaudi et ont acquiescé. Comment tu l'expliques? Oui, moi, ça me rappelle une période très sombre. Je crois qu'on peut, alors même si les dynamiques sont très différentes, j'oserais faire une comparaison avec l'Allemagne nazie. Vous savez, au final, les Juifs, on nous a toujours détestés de tous les temps. En Allemagne nazie, on nous détestait pour notre race. Aujourd'hui, on peut plus nous détester pour notre race. C'est évidemment très mal vu. Mais du coup, aujourd'hui, on nous déteste pour notre nation. Et c'est là qu'on voit que l'antisémitisme est vraiment un virus qui mute. Et je pense que de la même façon qu'en Allemagne nazie, où cet antisémitisme a commencé et qu'une minorité, ben, c'est pas là le problème. Qu'il y ait une minorité antisémite, il y en aura toujours. Qu'il y ait une minorité, voilà, d'islamistes, comme tu le dis, dans ces salles, ça, il y en aura toujours. Ce qui est inquiétant, c'est quand ils arrivent à convaincre une majorité, ou en tout cas une partie significative, du bienfait de leur cause. Et aujourd'hui, on en est vraiment là. C'est que c'est devenu, c'est même pas que c'est OK, c'est devenu tendance de détester le pays des Juifs. Et d'un autre côté, je vais vous dire, en tout cas, je peux prendre le cas de la Belgique. En France, c'est encore très différent parce que le paysage médiatique est très différent. Mais en Belgique, la soupe que servent les médias aux citoyens belges lambda tous les jours depuis 2 ans, cette désinformation incroyable, ces accusations qui n'ont aucun sens, mais qui sont répétées tous les jours, tous les jours, tous les jours. En Belgique, il n'y a pas d'autre son de cloche. Et donc, j'en veux presque pas aux Belges lambda d'aujourd'hui pas aimer Israël. Comment pourrait-il en être autrement avec ce qu'il entend tous les jours? Pour lui, les Israéliens tuent des femmes, tuent des enfants, massacrent. C'est vraiment la propagande nazie qui est recyclée et remise au goût du jour, en fait. Et du côté, alors peut-être que ça serait plus intéressant, tu connais peut-être un peu plus, mais je suis sûr aussi qu'en France, du côté des pouvoirs publics, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est fait ou là aussi, c'est laisser faire, c'est-à-dire qu'on laisse faire, on s'occupe pas de ça et au contraire, peut-être on accentue peut-être aussi cette situation. Tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup trop de laisser faire. Alors même si ce qui est fait, c'est clairement pas suffisant. Si aujourd'hui on veut endiguer ça de manière réelle, tous ces actes antisémites, toutes ces paroles antisémites qui se propagent de plus en plus, il va nous falloir des actions très très fortes. Il va falloir punir les coupables de manière très sévère pour que le prochain qui se dise qu'il va aller manifester, faire ci ou dire ça, eh ben, qu'il ait peur. Et or, pour l'instant, c'est pas le cas. Les sanctions sont très très faibles et il y a un sentiment d'impunité chez ces gens qui pensent que c'est vraiment très OK de venir déverser l'oreille du juif tous les jours dans la rue, sur les réseaux sociaux ou sur les campus. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de réaction forte, et malheureusement, je ne vois pas assez de courage politique, certainement pas en Belgique et peut-être même pas en France, que pour sanctionner ces actes, je crois malheureusement que ça va continuer à être de mal en pis, puisqu'ils se sentent tout à fait galvanisés du fait qu'ils font des choses horribles et il n'y a pas de sanctions, et limite, une partie de la classe politique les encense. Donc. Ouais. Alors, on va parler de la classe politique dans un instant. Juste une question encore par rapport à la libération des otages, en tout cas les otages vivants. De quelle manière ça a été accueilli en France, en Belgique, toi qui regardes peut-être un peu plus que nous ce qui se passe dans les médias? Ben, en tout cas, bon, chez nous, chez la communauté juive, ça, vous l'avez vu comme moi, je crois qu'il y a vraiment eu un soupir de soulagement. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. Et donc là, je crois qu'on l'a vraiment accueilli avec beaucoup de soulagement. De l'autre côté, dans les médias, moi, ce qui m'a le plus paru, c'est finalement le silence. On n'en parle plus tant que ça. Depuis qu'il y a eu ce plan Trump, on a libéré les otages. C'était le but depuis 2 ans. Tout le monde criait dans les rues tous les jours, il faut un cessez-le-feu, il faut un cessez-le-feu. Et le jour où le cessez-le-feu est là, ben, bizarrement, on les entend pas tant que ça. Ça me fait un peu penser que peut-être au final, et c'est ce qu'on sait depuis le début, c'est que pour certains de la classe politique ou des médias, ben, cette guerre, elle les arrange très bien. Et le fait qu'elle se termine aujourd'hui, ben, c'est pas quelque chose de positif pour eux. Donc moi, c'est plutôt leur silence qui, je trouve, résonne pour moi. Alors, il y a eu le silence de certains, puis il y a eu aussi d'autres. Ça, c'était le deuxième cas que je voulais parler avec toi. C'était le cas de celle qui a beaucoup pas fait parler d'elle et qui a beaucoup parlé sur la guerre.
Sirma Hassan. On s'est dit après ce cessez-le-feu qui est plus ou moins respecté, on va dire, et puis le retour des otages, on va dire qu'elle n'aura plus grand-chose à dire. Et pourtant, elle nous a surpris encore une fois. Elle a publié un tweet ou un post sur les réseaux sociaux où elle a sans gêne salué les exécutions commises par le Hamas contre des civils gazaouis accusés de collaborer avec Israël, avec cette légende glaçante, one by one, les uns après les autres. Oui, c'était assez lunaire comme tweet et encore preuve à quel point ils se sentent, à quel point ils assument maintenant ce qu'ils disent. Ils se sont tellement décomplexés, ils se sentent tellement, ce sentiment d'impunité fait que elle ose se permettre de dire des choses comme ça. Alors elle a essayé évidemment un peu de rétro-pédaler. Mais bon, on a tous très bien compris le sens de son message et je pense qu'elle avait lu l'article qu'elle a partagé qui mentionnait explicitement des exécutions sommaires de civils. Mais au final, on n'est pas étonné. On sait bien que Rima Hassan s'en fout des civils palestiniens. Elle, sa seule cause, son seul but, c'est l'éradication d'Israël. Et tant que ce ne sera pas atteint, cessez le feu ou pas, on sait qu'elle continuera à parler. Mais au moins, ce que je suis très content, c'est que depuis ça, on voit que Rima Hassan a découvert certains pays comme le Congo, comme le Soudan, dont elle n'avait jamais parlé avant. Et apparemment, aujourd'hui, elle se rend compte qu'il y a d'autres conflits armés dans le monde. Donc, qui sait? Peut-être qu'elle va nous laisser tranquilles, non? C'est pas On sûr. verra, mais C'est pas sûr. je crois qu'elle n'arrêtera, comme je dis, son objectif, c'est la destruction d'Israël. Elle s'est créée tout un personnage autour de ça et même toute une parnassa autour de ça, puisqu'elle vit de ses critiques sur Israël. Je crois qu'elle n'arrêtera jamais, mais je pense qu'elle a dû vraiment mal vivre ce cessez-le-feu et a dû avoir un petit coup de stress de se dire de quoi je vais parler maintenant. Quoi. Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet qui nous intéresse aussi, c'est votre alia. Il nous intéresse parce que, en tant que représentant un peu d'un membre de la communauté belge, et la question que je voudrais vous poser, de quelle manière l'ambiance en Belgique, justement, dont on parlait tout à l'heure, ambiance que ce soit les pouvoirs, les autorités publiques, le gouvernement, les médias, etc. Je reprends. On va parler maintenant d'un autre sujet qui est un sujet qui nous intéresse, c'est votre alia, puisque vous l'avez faite il y a quelques mois, juste avant la rentrée pour vos enfants. Et de quelle manière l'ambiance, justement, dont vous avez parlé, que ce soit par les autorités publiques, le gouvernement, les médias, puisque vous venez de Belgique, a influencé justement à prendre cette décision et de venir maintenant en Israël? Oui, elle a évidemment été grandement influencée. Malheureusement, en Belgique, cette atmosphère qui devient de plus en plus irrespirable pour la communauté juive, ça date pas d'hier et ça date pas du 7 octobre, malheureusement. Donc ça fait bien longtemps. Et oui, ça devient une atmosphère insupportable en fait. Et quand je vous disais tout à l'heure que les dynamiques étaient très différentes par rapport à l'époque de l'Allemagne nazie, c'est que, voilà, je pense pas que demain, on va de nouveau être envoyé dans des trains vers des camps de concentration. Je crois pas que ce sera ça la dynamique, mais plutôt qu'au fur et à mesure, nos ennemis vont rendre l'atmosphère irrespirable pour les Juifs, que ce soit en Belgique, et on voit que c'est aussi comme ça en France. Ça devient plus une vie et c'est là-dessus que j'ai décidé, moi, de partir, surtout pour mes enfants, parce qu'à la limite, moi, c'était encore un peu différent. Mais c'était pas la vie que j'avais envie de leur offrir. Et malheureusement, même si on peut avoir des vies très confortables en Belgique et en France, moi j'avais ce sentiment de vivre dans une bulle entre l'école juive, entre les mouvements de jeunesse juifs, mais de pas vivre librement dans le pays où on vit. Et moi, c'est surtout cette atmosphère-là qui m'a poussé à le faire. Et depuis que je suis arrivé en Israël, je dois dire pour mes enfants, quand je vois ici comme on vit librement, comme on est relax, comme on s'amuse et comme tout d'un coup il y a un poids. Quand je suis arrivé en Israël, il y a vraiment eu un poids en moins auquel je m'attendais pas, mais un sentiment incroyable de liberté. Et c'est là qu'on se rend compte qu'Israël, c'est jamais. Moi je dis toujours que c'est jamais un endroit où on va, c'est toujours un endroit où on revient. On revient chez nous et on le sent tout de suite. Et le passage de la mentalité belge à la mentalité israélienne n'est pas trop difficile?
Bon, pour le meilleur et pour le pire. Je trouve que la meilleure chose en Israël, c'est les Israéliens, et parfois la pire chose en Israël, c'est aussi les Israéliens. Il faut s'habituer à cette nouvelle culture, nouvelle mentalité, mais je pense qu'au final, c'est sur des détails. Voilà, peut-être que quand on arrive, on peut se braquer sur le fait qu'on peut croiser quelqu'un dans le couloir qui nous dit pas bonjour, par exemple. Ça, c'est le typique, le genre de situation. On peut se dire, tiens, ça c'est vachement différent qu'en Belgique. Mais d'un autre côté, on sait qu'il nous arriverait quoi que ce soit au milieu de la rue. Il y aurait 15 personnes qui courraient vers nous pour nous aider. Donc je crois qu'il faut apprendre à voir le bon côté des choses. Chaque pays a ses problèmes et il faut décider quel problème on préfère avoir en fait. Très bien, on va terminer par une dernière question. On va revenir sur votre mission que vous avez pris que tu as pris après le 7 octobre, justement de défendre Israël sur les réseaux. On a compris que ça va continuer. Est-ce que, par contre, tu vas peut-être un peu changer d'axe de défense? Oui, tout à fait. Je pense que ma mission va évoluer. J'y ai pas mal réfléchi et je pense que le fait aussi que je viens moi-même de faire l'ALIA, que j'ai défendu Israël et puis que j'ai fait l'ALIA, je pense que je vais orienter ma mission vers ça. Je veux continuer à défendre Israël, évidemment, dans l'espace public. Je veux continuer à être une voix pour les Juifs qui, eux, sont en Europe. Mais je pense que maintenant, j'ai aussi un rôle à jouer. Et ça, je pense que c'est pas vous, chez Kalita, qui allez me contredire. Mais c'est d'essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai réussi à créer jusque maintenant, de faire ce que je peux pour faciliter l'alliance des Juifs de France et de Belgique. Je pense que les gens ont beaucoup de questions, je pense qu'ils ont beaucoup de challenges à faire l'ALIA, qu'ils ont besoin d'être accompagnés et c'est vraiment aussi une des missions centrales de ce que vous faites. Et j'aimerais aussi pouvoir apporter ma pierre à cet édifice et aider ceux que je peux de la meilleure façon possible. Voilà, et nos portes et notre micro sera toujours ouvert, bien entendu. Merci Olivier. Merci beaucoup Bob, bonne installation, bonne intégration, puisque ça prend quand même du temps, hein, même si ça fait quelques mois que tu es ici avec ta famille. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans l'avenir. Merci Olivier, c'est gentil. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.